Bien, bonjour à tous. Je crois que nous sommes en ligne. Samy Delagrange, je travaille pour le compte de la société Monetivia. Je vais vous présenter aujourd'hui, je remplace aujourd'hui Amaury Calonne qui a eu une contrainte d'emploi du temps pour ce webinaire et je vais vous présenter une solution d'investissement dans l'immobilier qui s'appelle la nue propriété. L'investissement en nue propriété, alors, qui sera la thématique du coup de ce webinaire. Bienvenue sur celui-ci. L'investissement immobilier aujourd'hui est un petit peu évidemment chamboulé par le contexte économique et sanitaire un peu particulier qu'on connaît. Quand on pense investissement immobilier, assez intuitivement, on va avoir tendance à penser, à raisonner sur l'investissement locatif, c'est-à-dire que j'achète un bien immobilier, j'y installe un locataire, le locataire va me verser des loyers, les plus chers possibles évidemment, et c'est ces loyers qui vont fonder la rentabilité, le rendement que je vais pouvoir tirer ou espérer tirer de mon opération. Ça fonctionne très bien en théorie et sur le papier. En pratique, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de limites, de contraintes à cet investissement locatif. La première d'entre elles, et non des moindres, c'est évidemment que je suis à risque sur mes loyers. Vous comprenez à la manière dont je l'énonce que je suis complètement tributaire de mon locataire. Hein. S'il n'est pas là, j'ai de la vacance locative et j'ai un rendement qui tombe à zéro. S'il est là et qu'il est de mauvaise composition, mauvais payeur, enfin que ça se passe mal, et on en connaît tous à qui c'est arrivé autour de nous, eh bien là aussi j'ai un rendement qui va en pâtir immédiatement. La diminution des rendements également, puisque de toute façon, ce loyer, ce rendement théorique que je peux espérer tirer de mon opération, c'est un plafond. Hein. Les loyers sont plafonnés sur certaines grandes villes. Je prends pour exemple évidemment Paris. Il y a de l'autre côté l'inflation qui se fait de plus en plus présente et qui va venir grignoter en fait le rendement le rendement réel que je vais pouvoir tirer de mon investissement. J'ai tout un panel de charges et de coûts de dépenses comme la taxe foncière, les charges de copropriété qui vont venir également minimiser mon rendement. Et en plus, qui ne font qu'augmenter. Hein. Taxe foncière ou charge de copropriété, par exemple, je vous ai mis une étude, plus 35% d'augmentation sur les 10 dernières années, c'est colossal. Et évidemment, c'est le sens de l'histoire et ça ne va faire qu'augmenter. Une fois que j'ai porté mon risque et que je me suis acquitté des différentes charges et coûts de gestion sur mon bien locatif, il me reste encore la moulinette fiscale. Et en France, on est très fort sur cette matière, puisque déjà, première ligne, impôt sur le revenu, ça peut monter jusqu'à 45% de pression fiscale, ce qui est absolument confiscatoire. Là-dessus, vous rajoutez ce qu'on appelait auparavant la CSG-CRDS, les prélèvements sociaux, 17,2. Et si vous êtes assujetti à l'IFI, ex-ISF, eh bien, là aussi, encore une ligne que vous allez subir en pression fiscale et qui va venir grignoter le rendement. Enfin, et même si ce n'est pas chiffrable ou quantifiable, le temps et l'énergie que vous dépensez en gestion, en particulier quand on est expatrié en Asie, par exemple, et qu'on est à 20 000 km, c'est évidemment assez inconfortable, ou alors je paye un intermédiaire qui va encore se traduire par une ligne de frais sur le rendement brut que je peux espérer tirer de mon opération. Un petit focus sur la fiscalité en tant que non-résident. Vous achetez un bien de 600 000 euros dont vous escomptez sortir 21 000 euros de loyer annuel, soit un rendement brut de 3,5. C'est à peu près ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'immobilier en étant raisonnable et sans trop prendre de risques. Vous avez la ligne de coût que j'évoquais précédemment, à peu près 20% qui partent à ce titre. L'impôt sur le revenu que vous allez avoir à hauteur de 20% plus les prélèvements de solidarité à 7,5, donc 27,5 de pression fiscale. C'est une hypothèse conservatrice, ça peut être plus en fonction de votre pays d'expatriation et des revenus que vous avez déjà en France. Néanmoins, ce que je vais illustrer, c'est que le rendement net de fiscalité, il est déjà tombé à 2%. Et si en plus on est assujetti à l'IFI, c'est 1,33%. Bon, il n'y a pas photo. Si je croise ça avec l'inflation ou les taux sans risque des fonds euros, par exemple,
il n'y a plus aucun intérêt à aller porter du risque en locatif. Alors, s'il n'y a pas d'intérêt à faire du locatif, quelle peut être la solution d'investissement en immobilier? Il en reste une, c'est évidemment la nue propriété dans l'ancien, puisqu'on va venir en fait saisir tous les avantages du locatif et on va se délester des contraintes qu'on vient d'évoquer. Nue propriété, pour la définir, le principe est assez simple. J'achète un bien immobilier et je vais simplement laisser mon vendeur conserver une durée d'usage dans ce bien. Le vendeur sera souvent un senior et la durée d'usage ici, par exemple, vous l'avez, est de 15 ans dans mon exemple. J'achète un bien de 500 000 euros, le vendeur reste dedans pendant 15 ans. Je vais avoir un raisonnement économique qui va me permettre de convertir une valeur, une durée d'usage, 15 ans, en valeur d'usage, donc 15 ans d'occupation à partir des loyers. Ici, le postulat, c'est que la valeur de l'usage, donc 15 ans d'occupation, c'est égal à 180 000 euros partant du loyer, ce qui me permet non plus d'acheter le bien 500 000 euros et de mettre pendant 15 ans un locataire dedans, mais de l'acheter directement avec un prix décoté, réduit de cette valeur d'usage, et je l'acquiers 320 000 euros. J'ai donc gagné immédiatement 180 000 euros de loyer. Juridiquement, c'est là aussi pas complexe, puisque en fait, quand on parle de pleine propriété en France, ça recouvre deux prérogatives. Il y a la nue propriété, c'est le fait d'être détenteur des murs, et c'est ça que je vais venir acquérir au travers d'un investissement en nue propriété. Et de l'autre côté, il y a l'usage, l'usufruit. Cet usufruit ici, il est temporaire, 15 ans par exemple, hein, je l'ai fixé, je l'ai timé. On le valorise économiquement pour le convertir en 15 ans de loyer, l'équivalent de 15 ans de loyer, et je le déduis du prix. Cet usufruit étant temporaire, il a vocation à s'éteindre, et lorsqu'il s'éteint, il rejoint la nue propriété pour former à nouveau, entre mes mains, la pleine propriété. Et là, j'en fais ce que je veux, je le vends, je le loue, je l'occupe si ça me chante, j'en suis plein propriétaire. La grande question qui se pose maintenant, c'est comment je passe de 15 ans d'usage à 180 000 euros de loyer. Eh bien, en fait, la méthode, elle est assez scolaire. Je vais commencer par fixer le loyer du bien. Donc, on regarde son rendement, on regarde son loyer de marché, on le fixe, on est d'accord. On va ensuite l'indexer, puisque 15 ans de loyer, évidemment, ça a vocation à se revaloriser. Donc, on indexe ce loyer. Ensuite, je vais l'actualiser puisque j'encaisse aujourd'hui, en 2021, potentiellement 15 ans de loyer, donc de flux futur. Donc, il faut actualiser cette valeur pour en avoir la valeur aujourd'hui. Et enfin, je vais appliquer un ratio de charges travaux-taxes qui va me permettre, en tant que propriétaire, de ne plus être appelé sur aucun poste de dépense pendant les 15 ans qui vont suivre. Le résultat de cette méthodologie, c'est donc que j'encaisse mes 180 000 euros, mes 15 ans de loyer, directement sous forme de réduction de prix dès l'acquisition du bien. On a dit qu'on avait un vendeur qui était une personne âgée, un senior, en face de nous, qui conservait donc l'usage, nos 15 ans d'usage. Puisque c'est une personne âgée, il y a deux scénarios qui vont assez intuitivement se décliner dans ce cas de figure. C'est soit je vais faire face à un décès prématuré, il va mourir avant le terme des 15 ans dont on a convenu, soit au contraire, il va y survivre et on va voir ce qui se passe à ce moment-là. Alors, cas numéro 1, on a convenu d'un usufruit d'une durée d'usage de 15 ans, j'ai encaissé 15 ans de loyer et patatras, mon vendeur senior décède au bout de 10 ans. J'ai encaissé 15, j'ai patienté 10, j'ai donc un trop perçu de 5 ans de loyer et il se trouve que je récupère immédiatement le bien. Juridiquement, l'usufruit, on l'a dit, s'est éteint avec l'usufruitier. Je récupère donc le bien, je peux commencer tout de suite à l'exploiter économiquement ou à y habiter et j'ai donc 5 ans de loyer en trop perçu. Le postulat sur ce scénario, c'est que je vais partager ce trop perçu, ces 5 ans de loyer bonus, avec les héritiers du vendeur. Donc, tout simplement, je vais conserver un tiers des loyers, toujours un tiers au minimum, parfois plus en fonction des cas, mais toujours un tiers minimum, et les héritiers, je vais les indemniser à hauteur des 2 tiers restants. On partage donc cette rentabilité supplémentaire que j'ai eue sur mon opération.
Le cas numéro 2, c'est l'inverse. C'est mon vendeur qui bat la durée de l'usufruit. Il va survivre aux 15 ans d'occupation dont on avait convenu. Et comme c'est une personne âgée qui serait un peu cavalier de venir le mettre dehors, on va lui proposer de rester dans le bien si c'est son souhait, s'il en a la possibilité et l'envie. Donc il peut continuer à occuper le bien au terme des 15 ans. Et à ce moment-là, évidemment, pour pas que ce soit synonyme de rentabilité décroissante pour moi, et bien, tout simplement, il y a une assurance qui va se mettre en place, qui va se déclencher, donc à N+15, et qui va venir me verser une indemnité mensuelle, une indemnité d'assurance, tant que je n'aurai pas récupéré le bien. De cette manière, j'ai une rentabilité plancher qui est protégée et en dessous de laquelle mon opération ne pourra pas décroître. En synthèse, vous avez compris que le schéma est donc très simple, c'est un démembrement temporaire assorti d'une assurance qui couvre le risque de surlongévité. Si ça se termine plus tôt, j'encaisse des loyers bonus pour lesquels je n'ai pas patienté, puisque j'ai récupéré le bien plus tôt. On est dans le cas du décès anticipé, j'ai une rentabilité qui est plus importante que celle qu'on avait dans les projections de départ. Le deuxième scénario, c'est au contraire une opération qui dure plus longtemps et un senior qui va se maintenir dans le bien au-delà du terme dont on avait contractuellement convenu. Et à ce moment-là, je suis indemnisé, moi, par l'assurance, par la perception d'une rente mensuelle d'assurance qui protège la rentabilité de mon opération. On a donc un couple rendement-risque sur cette solution d'investissement qui est des plus optimaux et qui est assorti de beaucoup d'avantages. Le premier, vous l'avez compris, c'est que je sors de chez le notaire et j'ai encaissé mes 15 ans de loyer sous forme de réduction de prix. Donc, je n'ai plus les risques locatifs que j'avais tout à l'heure, vacances ou impayés. De même, j'ai encaissé un rendement 15 ans de loyer qui est un rendement brut sur le plan fiscal et je ne serai pas fiscalisé dessus. Donc, j'ai converti du brut en net. Donc, j'échappe à la fiscalité sur les revenus fonciers. De même, le jour où je récupère le bien et que je le revends, je n'ai pas de fiscalité sur toute la plus-value que je vais générer grâce à la décote. Si j'achète, dans mon exemple, 320 000 le bien qui vaut 500 000 euros, si je le revends 500 000 euros, les 180 000 euros de performance que je constate en revendant le bien sont entièrement défiscalisés. Le fisc considérera que j'ai acheté le bien 500 000 euros donc pour sa valeur en pleine propriété. La taxe foncière, ça commence à faire pas mal d'avantages, mais la taxe foncière, les charges de copropriété, la taxe des ordures ménagères, toutes ces choses-là sont restées côté usufruitier pendant toute la durée de démembrement. Je ne suis pas appelé dessus, c'est l'usufruitier qui continue de les payer. Les frais de notaire, également, je vais avoir une économie, un gain substantiel sur les frais de notaire, puisque dans un exemple où j'achète pour 60% de sa valeur un bien, eh bien la valeur fiscale étant entendu qu'elle soit de 60, la valeur fiscale de la nue propriété, je vais payer des frais de notaire, 7,5% à peu près, uniquement sur la valeur fiscale de la nue propriété. Donc j'ai une réduction de l'assiette d'imposition au niveau des frais de notaire à l'achat. On verra que c'est un peu plus loin dans la présentation, que c'est pareil en termes de donation. Enfin, j'ai aucun souci de gestion et c'est un argument qui doit faire mouche auprès de vous, expatriés, qui êtes par définition pas sur place. Comme je le disais tout à l'heure, quand on a un locatif, il y a de la gestion chronophage et en présentiel à accomplir, ou alors un intermédiaire à rémunérer. Ici, c'est pas le cas. On se voit chez le notaire et rendez-vous 15 ans plus tard, le jour où je récupère. Nue propriété dans l'ancien, donc on est sur une solution d'investissement qui combine sécurité et performance. Ce n'est pas seulement des éléments de langage. Vous avez de la sécurité à proprement parler, d'abord parce que vous achetez un actif tangible, de la pierre, c'est défensif, c'est résilient, ça a une vraie vocation patrimoniale. C'est un placement dit de bon père de famille, c'est le placement préféré des Français derrière l'assurance vie. Et en plus, je l'achète avec une décote. Si j'achète 60, un bien qui vaut 100, avant que mes fonds propres soient impactés, il faut que le marché ait perdu 40% de sa valeur. Je vous laisse imaginer
le type de scénario économique sur le plan international ou mondial dans lesquels il faut qu'on soit pour que le marché immobilier français perde 40% de sa valeur. La rentabilité que je prends, c'est celle du locatif, donc c'est la même, et elle est même meilleure en fait qu'en locatif, puisqu'on l'a dit, j'ai plus de fiscalité dessus. Donc j'encaisse la même rentabilité en convertissant du brut en net, donc j'encaisse finalement une meilleure rentabilité qu'en locatif, et elle est dérisquée. Et enfin, j'ai un effet de levier qui va venir soutenir ma performance sur mon investissement, puisque quand j'achète 60 un bien dont la valeur de marché c'est 100, si le marché prend 10%, mon gain n'est pas de 6, mais bien de 10. Donc, j'ai évidemment un levier formidable par rapport aux 60 que j'ai moi-même investi. Du propriété actif tangible, en résumé, j'achète de la pierre, j'ajoute une belle pierre à mon patrimoine, je l'achète avec des codes, donc ma performance est sécurisée. Cette décote va également jouer le rôle de coussin amortisseur en cas de retournement de marché, ce qui me permettra d'avoir un produit en fait à capital quasi garanti. On peut presque parler de produit à capital quasi garanti. Je perçois 100% de la performance de mon investissement, puisque à la différence des fonds d'investissement ou des SCPI ou des choses comme ça, eh bien, je ne paye pas de frais de gestion. Je n'ai pas des frais de gestion qui me sont ponctionnés mois par mois ou année après année. Hein, j'encaisse bien 100% de la performance. Je suis propriétaire en direct de mon bien. Et enfin, et c'est intrinsèque à la nue propriété, la nue propriété est évidemment un investissement dit plutôt de long terme. Hein. Je vous le dis tout de suite, n'investissez pas en nue propriété si vous escomptez récupérer le bien au bout de 5 ans, 8 ans, ou alors à ce moment-là, il faut faire vraiment des nues propriétés très courtes. Rentrez en contact avec nous à ce moment-là pour qu'on vous aiguille sur des biens à durée courte. Un petit cas pratique pour voir la tuyauterie, comment elle fonctionne et comment on applique ces méthodes en pratique. Vous avez ici un exemple qui est actuellement à la vente, que vous pourrez retrouver sur le site de Monetivia. On est à Paris, intramuros, dans le 10e arrondissement, sur un bien de 130 mètres carrés dont la valeur vénale, donc la valeur de marché, est d'1 600 000 €. Et je vais venir l'acquérir avec une décote de 36% et une nue propriété, un démembrement d'une durée de 15 ans. Alors, comment on fait pour acheter avec 36% de décote dans le 10e à Paris? Alors, c'est simple, on prend du coup cet appartement, bel haussmannien, 1,6 million de valeur vénale, et je vais retirer 15 ans de loyer. Vous le voyez en haut, peut-être pas d'ailleurs, c'est écrit assez petit, mais les hypothèses, vous avez un loyer métrique de 32,50 €, qu'on va multiplier par la surface, puis par les 12 mois de l'année, pour obtenir 51 000 € de loyer en première année, que je vais indexer à 1,5%. C'est ce qui me fait passer, vous le voyez sur le graphique avec les bâtonnets gris, de 51 000 € la première année à quasiment 63 000 € la 15e année. Donc, il y a une vraie revalorisation, il y a un vrai impact de ce paramètre d'indexation des loyers sur la masse de loyer que je vais encaisser sous forme de décote. Je vais ensuite actualiser à 2,5 ces flux financiers futurs théoriques, puisque je les encaisse aujourd'hui en 2021. Et enfin, je vais abattre un ratio de charges travaux-taxes de 13%, ce qui me permettra de ne plus être appelé, comme on le disait, sur la taxe foncière, sur les charges de copro, etc., pendant toute la durée du démembrement. C'est le prix de la tranquillité. Ce qui me permet d'encaisser donc valeur d'usufruit, donc la masse de ces loyers, la somme de ces loyers, 620 000 €, une fois appliquées toutes les hypothèses que j'ai décrites juste au-dessus. Valeur de la nue propriété, 980 000 €. Honoraire de Monetivia à hauteur de 2,81%, ce qui aboutit à un prix de présentation de la nue propriété d'1 025 000 €, soit la décote de 36% qu'on avait tout à l'heure. Ici, vous avez la déclinaison du scénario de décès anticipé du vendeur senior en années 5, 10 et 15, qui pour le coup n'est plus un décès anticipé, mais un décès parfaitement timé, qui a très peu de chances d'arriver évidemment. Donc, en année 5, par exemple, si j'ai un décès de mon vendeur, la valeur de l'usufruit résiduel, c'est la valeur des loyers qu'il n'a pas pu de facto consommer, faute de temps. Et cette valeur, c'est 453 000 €.
Là-dessus, comme je le disais, je vais partager ce trop perçu de loyer avec les héritiers de mon vendeur. Je vais conserver, moi, 38% de la somme et je ne vais restituer sur 453 que 280. Ce qui aboutit à un prix total, un coût de revient total de cet appartement à 1 305 000 euros. Donc ici, j'ai encaissé en fait en 5 ans, en restant les bras croisés sans rien faire, presque 300 000 euros, 295 pour être précis, de gains qui ne seront pas fiscalisés. Ça me fait une décote de 20% sur 5 ans, soit une rentabilité supérieure à 5% par an. Et ces 300 000 euros de gains ne seront pas fiscalisés le jour où je revends le bien, puisque le fisc considérera que j'ai acquis à 1,6 million. Investir avec Monetivia sur ce type d'opportunité, c'est investir avec les bons interlocuteurs, puisque Monetivia est spécialisé en immobilier, en investissement immobilier et en ingénierie patrimoniale. C'est ce qui nous donne cette casquette d'expertise sur le démembrement de propriété. Et c'est ce pourquoi Allianz nous a choisis historiquement pour être leur partenaire exclusif, et on distribue de manière historique et exclusive leur contrat d'assurance qui couvre la période post-usufruit. Donc, merci à eux de nous avoir reconnu ces compétences et de nous accompagner depuis la création de Monetivia. Cette solution qui est maison, que vous ne retrouverez que chez Monetivia, permet de s'affranchir des contraintes du locatif traditionnel qu'on a exposé en préambule et d'échapper à la fiscalité sur les revenus fonciers, là aussi, qu'on a décrite tout à l'heure. Sur un plan un peu plus patrimonial, la nue propriété, ça peut venir remplir différents objectifs patrimoniaux. Le premier étant évidemment le développement, la constitution de mon patrimoine immobilier, mais également, on va ranger là-dedans la préparation de la retraite, puisqu'en fait, je peux venir faire un contrat Monetivia, la solution que je viens d'exposer, en calibrant la durée de celui-ci avec mon départ en retraite. Et du coup, le jour où je pars en retraite, soit j'ai récupéré un bien que j'ai mis en location ou que j'ai revendu, donc je constate, j'exploite économiquement le bien, ce qui va venir soutenir mon train de vie à la retraite, soit je n'ai pas récupéré le bien, mais l'usufruit s'est terminé, du coup la rente s'est déclenchée, l'assurance, et je perçois cette indemnité d'assurance qui va venir satisfaire un objectif de complément de revenu qu'on recherche souvent à la retraite. Également, deuxième point fort de la nue propriété, c'est en matière de transmission. Il y a beaucoup d'optimisation et d'efficacité fiscale à accomplir avec la nue propriété. Tout simplement pour la même raison que tout à l'heure quand j'achetais un bien 60 alors qu'il vaut 100 et que je payais des frais de notaire uniquement sur la valeur fiscale de la nue propriété, et ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je peux transmettre ou associer les enfants à mon acquisition et ne payer des droits de donation que sur la valeur fiscale de la nue propriété. Donc, j'ai une réduction de l'assiette et donc j'ai beaucoup d'efficacité fiscale qui se met en branle pour venir soutenir l'intérêt de mon opération. Un usage personnel est possible aussi du bien à terme lorsque je récupère. Alors, je vous ai indiqué résidence secondaire et non pas principale, tout simplement parce que, un petit bémol sur la résidence principale, sur le fait d'acheter un bien en se disant j'y vivrai dans 15 ans, c'est que, évidemment, s'il y a toujours un côté un peu spéculatif, c'est assez compliqué de se projeter à horizon 15 ans et de savoir où est-ce qu'on en sera sur un plan géographique, personnel, professionnel. Voilà, donc résidence secondaire, c'est beaucoup plus réaliste. Un pied-à-terre à Paris ou une maison de vacances sur la Côte d'Azur, ça convient globalement à peu près à tout le monde. Voilà, donc on peut résumer ça en se disant que c'est un investissement coffre-fort. C'est une ligne de fonds de portefeuille que je laisse travailler, je laisse le marché travailler pour moi pendant toute la période de démembrement. Différents formats sont possibles en nue propriété, puisqu'on a la capacité on a les compétences pour venir faire différentes choses. Alors, il y a le démembrement temporaire dont j'ai parlé, puisque le contrat Monetivia repose dessus. On peut faire un démembrement temporaire fixe, sec. J'achète en 2021 pour une nue propriété 15 ans et je suis certain de la récupérer en 2036. On va l'écrire dans l'acte notarié. Le vendeur partira en 2036, ce qui permet aussi de toucher des populations plus jeunes côté vendeur.
Il y a le contrat Monetivia, qui est la solution qu'on vient d'exposer. Là aussi, sur 15 ans, avec les deux scénarios, soit je récupère plus tôt et j'ai une hausse de ma rentabilité, soit je récupère plus tard que ce qui a été convenu, et de toute façon, ma rentabilité est protégée puisque je suis indemnisé par l'assurance. Il y a une deuxième grande famille de démembrement, qui est le démembrement viager, qui vient constater un troisième format. Je peux laisser un usufruit viager, donc à vie, à mon vendeur. Et à ce moment, je récupère quand il décède. Évidemment, je ne sais pas quand il va décéder, donc il y a un vrai aléa et un vrai risque sur le timing de récupération. Soit je récupère très tôt et je fais une super affaire, soit je tombe sur Jeanne Calment. On a tous l'exemple de Jeanne Calment en tête. Du coup, j'ai une durée d'usage qui est plus longue que ce qu'on avait prévu initialement, sans indemnisation évidemment de l'assurance cette fois-ci. Un mot pour comparer et surtout distinguer la nue propriété dans le neuf et dans l'ancien, puisque le neuf la nue pro dans le neuf est un marché qui remonte au début des années 2000 et qui est radicalement à opposer avec la nue pro dans l'ancien, puisque dans le neuf, c'est un marché de promoteurs. Donc, on est en périphérie des grandes villes, un promoteur qui sort un programme immobilier, donc beaucoup de biens, de logements en même temps. Il va vendre l'usufruit, donc l'usage, à un bailleur social qui va faire des logements sociaux dans le bien. Là où vous achetez un particulier qui aime le bien et qui va continuer à l'entretenir dans le contrat Monetivia, dans la nue pro dans l'ancien. Vous payez ça plus cher parce que c'est du neuf, hein, évidemment, et cette surcote que vous payez, vous allez la perdre au fur et à mesure du démembrement, puisque vous revendrez à une plus 15, évidemment, sur le marché de l'ancien. Voilà, donc c'est deux produits très différents. Le neuf, il y a en fait une carotte fiscale à aller chercher, c'est un produit de défisc. La nue pro dans l'ancien, au contraire, c'est pas un produit, il n'y a pas d'avantage fiscal, si ce n'est qu'on contourne la fiscalité sur les revenus fonciers. Néanmoins, on escompte évidemment de gagner de l'argent et donc on est sur un produit beaucoup plus patrimonial. Solution d'investissement qui est particulièrement adaptée pour les expatriés. Pour vous, vous représentez plus d'un quart de nos investisseurs aujourd'hui. Vous devez commencer à ce stade de la présentation à toucher du doigt les gros avantages que vous pouvez retrouver dans la nue propriété. C'est qu'il y a d'abord, comme on l'a dit, en termes de gestion, il n'y a rien à accomplir pendant toute la durée du démembrement. Donc, c'est évidemment beaucoup plus facile de s'en occuper, puisqu'il n'y a pas à s'en occuper en étant à distance. Il n'y a pas de flux financier non plus, donc il n'y a pas d'impact fiscal, que ce soit en France, ni de frottement fiscal avec votre pays d'expatriation. Et enfin, ça permet également de préparer son retour et de ne pas se laisser dépasser par le marché. Voilà. Je vous mets les coordonnées de Monetivia et je vous propose de passer du coup à présent aux questions. Je vois qu'il y en a une première qui est apparue dans le chat. Question de Chloé. Quel type de biens proposez-vous et peut-on les visiter? On propose globalement tout type de biens à partir du moment où il y a soit une valeur patrimoniale à aller chercher, une adresse un peu prime, ou un intérêt, une valeur à la liquidité, une prime à la liquidité. Quand vous allez récupérer le bien, évidemment, le but, c'est pas qu'il vous reste sur les bras, c'est que vous puissiez vous en débarrasser au prix fort en le revendant et en constatant une belle plus-value à l'issue de l'opération. Question de Julie. Si on veut prendre plus de risques, est-il possible de laisser un usufruit à vie au vendeur? Ouais, tout à fait, Julie. C'est ce que j'exposais ici. C'est le troisième cas. Le troisième format, le démembrement viager. Je laisse un usufruit à vie au vendeur. Donc, il n'est plus du tout question d'encaisser 15 ans de loyer. J'encaisse une durée d'usage qui est présupposée, qui correspond à l'espérance de vie du vendeur. Soit il bat les statistiques et je constate mon risque, j'ai le risque de surlongévité du vendeur, soit les statistiques le battent et c'est moi qui ai encaissé une décote plus importante par rapport à la durée réelle d'utilisation du bien. Question de Véronique. Est-il possible d'acheter plusieurs biens pour jouer la diversification? Oui, absolument, Véronique. C'est même éventuellement recommandé à partir d'un certain budget qui vous permet d'envisager plusieurs acquisitions
en nue propriété en même temps. Vous pouvez constituer ce qu'on appelle un portefeuille de nue propriété où effectivement, si vous variez et les localisations et les types d'actifs immobiliers et même l'âge des vendeurs, bah, évidemment, vous allez avoir une espèce de turnover, de roulement qui va s'opérer et vous pourrez réinvestir au fur et à mesure en constatant vos plus-values, en rendant et en réinvestissant le gain que vous constatez sur ces opérations. Donc oui, excellente idée. Question de Véronique encore. Bonjour, quelle est la différence avec un viager? La différence, c'est le risque. Dans le viager, j'ai un risque sur longévité, le risque, la jurisprudence Jeanne Calment. Je prévois que mon vendeur doit vivre, selon les statistiques, entre 12 et 14 ans, et puis finalement, il vit 17 ans. Bon, j'ai perdu de manière sèche 3 ans. Ce risque, dans le contrat Monetivia, est écrasé et supprimé par l'assurance. Je suis assuré. Si mon vendeur, on conclut qu'il doit vivre 13 ans, enfin qu'il doit occuper le bien pendant 13 ans, on fait un démembrement de 13 ans et au terme de ce démembrement, l'assurance se déclenchera. Et du coup, je suis indemnisé contre cette baisse de rentabilité. Question de Louise, est-ce que je peux acheter ma future résidence principale pour ma retraite avec cette formule? Comme je le disais en théorie, en principe, oui, il n'y a pas d'obstacle technique au fait que vous achetiez aujourd'hui en nue propriété un bien que vous occuperez ou que vous destinez à occuper plus tard. En pratique, on ne le recommande pas puisqu'évidemment, la perspective de long terme génère évidemment un petit peu d'incertitude sur où est-ce que vous serez dans 15 ans, combien vous serez en termes de foyer familial, de quoi vous aurez besoin en termes d'immobilier pur, combien de chambres, quel étage, etc. Donc, il y a quand même, on ne le recommande pas pour de la résidence principale, pour de la résidence secondaire, c'est beaucoup plus envisageable parce que le cahier des charges est moins lourd. Question de Christelle, est-ce que le nu propriétaire reprend l'appartement en l'état? Oui, le nu propriétaire reprend l'appartement en l'état. Alors évidemment, il y a tout un tas de garde-fous juridiques qui sont inclus dans l'acte notarié, c'est-à-dire que l'usufruitier, le vendeur qui continue à occuper le bien, doit évidemment l'entretenir, doit en assurer un entretien bourgeois, en bon père de famille, et il y aurait de toute façon effectivement moyen de se retourner contre la succession s'il y avait des dégradations qui étaient constatées à la récupération. Mais le mieux de toute façon, c'est de le rénover, de le rafraîchir, de faire un peu de home staging, comme on dit, pour le revendre au prix fort et sans négociation. Question d'Alexandre, quels sont les avantages pour le vendeur de vendre en nue propriété? Eh bien, le vendeur, dans ce format-là, il a plusieurs avantages. La nue propriété, d'une façon assez générale, une vérité assez générale qui est valable pour la plupart des seniors en France, c'est que aujourd'hui, un senior, il a généralement des fins de mois assez compliquées. Il a 80-90% de son patrimoine qui est constitué par une résidence qui est principale, il est assis sur une montagne, sur un tas d'or. Et globalement, le fait de vendre en nue propriété lui permet de continuer à vivre dans sa résidence principale tout en dégageant des liquidités. Question de Marie, peut-on obtenir un prêt pour acheter ce type de bien? Oui, absolument. On peut faire financer une acquisition en nue propriété. Retenez simplement quand même qu'il faut évidemment un peu de fonds propres. Le financement à 100% ne se pratique plus aujourd'hui en réalité. Et surtout, il va vous falloir du patrimoine en France pour apporter des garanties à la banque. La banque ne pourra pas prendre d'hypothèque sur le bien que vous allez acquérir en nue propriété, puisque précisément, on a un usufruitier, un papy, une mamie, ou les deux, qui vont rester habités dans le bien et évidemment, la banque n'ira pas les mettre dehors pour revendre le bien et se rembourser de cette manière-là. Donc, prévoyez d'avoir une garantie à apporter, votre ancienne résidence principale, un investissement locatif, une résidence secondaire, quelque chose que vous avez sur le sol français et qui est libre de garantie, évidemment.
Question de Sarah, je crois. Lorsque l'on achète en nue propriété à T0, a-t-on le titre de propriété en main tout de suite? Oui, évidemment, vous repartez avec un titre de propriété, d'une nue propriété, hein, vous repartez avec l'acte notarié, bien sûr. Question de Christelle à nouveau. Est-ce que l'appartement sera remis en état à terme? Alors, l'appartement n'est pas remis en état, de même qu'il n'est pas rénové au moment de l'acquisition. C'est-à-dire qu'il est valorisé, il est expertisé en l'état quand vous l'achetez et vous le récupérez effectivement sans qu'il y ait eu de remise en état contractuelle additionnelle faite par le senior. Cependant, le vendeur, il vit dans le bien depuis longtemps, souvent, il aime son bien, il fait l'opération pour s'y maintenir et très souvent, on constate en pratique qu'il y a une partie du capital de la vente qui est tout de suite employée par le vendeur pour faire des travaux d'embellissement dans l'appartement. Donc en fait, il y a en pratique un très bon entretien qui est assuré par le vendeur et quelquefois même des dépenses d'amélioration qui évidemment n'étaient pas dans le prix de départ, donc qui sont du bonus pour vous, investisseurs. Question d'Alexandre, que se passe-t-il si le locataire décide de quitter les lieux avant la durée du démembrement, avant le terme du démembrement, je suppose? Eh bien, s'il décide de quitter les lieux, il peut toujours mettre le bien en location, ou alors on peut simuler juridiquement un décès, c'est-à-dire qu'il peut vous proposer de lui verser le complément de prix tel qu'on l'a calculé tout à l'heure et de simuler un décès si lui n'a pas envie de s'embêter avec une gestion locative et préfère partir avec un capital, donc le complément de prix. Même si c'est évidemment moins intéressant pour lui puisque vous conservez un tiers des loyers restants. Question de Maxime. Les banques ne sont pas toujours très friandes pour octroyer des prêts sans CDI ou contrat français. Offrez-vous des facilités de ce côté? Alors, on n'offre pas, nous, Monetivia, des facilités. On vous met en relation et on vous accompagne avec des interlocuteurs qui, effectivement, savent prendre en main des profils non résidents et des profils de clientèle privée bancaire. Donc, on sait faire du sur-mesure. Vraiment, la question principale, l'enjeu principal sur le financement, ça va être cette question de garantie. Il faut avoir du patrimoine en France, financier ou immobilier, que vous pouvez laisser en garantie à la banque. Question de Rémi, peut-on revendre en cours de la nue propriété? Alors oui, absolument, bien sûr, ça se fait, c'est sans impact particulier, puisque si j'achète une nue pro 15 ans et que j'ai encaissé 15 ans de loyer, si au bout de 5 ans, j'ai un besoin de trésorerie, peu importe la motivation, mais j'ai un besoin de trésorerie impérieux, je peux évidemment revendre une nue propriété 10 ans. Et mon gain, du coup, c'est 5 ans de loyer. Donc oui, ça se fait. C'est exactement la même chose, simplement, il faudra refaire les calculs avec une valeur de marché pour le bien actualisé et avec moins de loyer. Mais ça se fait, bien sûr. Alors, quel est le volume d'activité sur le marché secondaire? C'est vraiment à la marge, c'est assez compliqué de répondre à cette question. En fait, on est déjà sur du marché secondaire. Vous achetez ici de l'immobilier ancien, donc d'occasion, c'est toujours du secondaire. Il y a toujours eu un propriétaire précédent. Donc, il n'y a pas vraiment de statistiques. Je n'ai pas de statistiques à vous donner à ce niveau-là. Question de Gontran. Le vendeur peut-il louer le bien? Oui, le vendeur peut louer le bien. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il décide de quitter avant le terme des 15 ans, par exemple, je parle beaucoup de 15 ans, mais on peut faire des durées diverses. Hein. La métaphore est filée pour que l'exemple soit toujours le même au cours de la présentation, mais actuellement, nos opportunités vont de 3 à 25 ans de mémoire. Vous pouvez la retrouver sur le site de Monetivia. Donc, le vendeur peut louer le bien si, tant qu'on est dans la période de démembrement, tant qu'il est usufruitier, s'il quitte le bien, il peut le louer. Parce qu'il peut payer sa maison de retraite, par exemple. Question de Christelle. Que se passe-t-il si l'usufruitier ne souhaite pas partir à terme? Ben justement, l'assurance est là pour ça. Donc, la réponse, c'est l'assurance. Et l'assurance a été prévue, donc effectivement, pour couvrir un risque de surlongévité
au départ qu'on avait dans le viager, et également pour pallier également le risque d'un vendeur, d'un usufruitier récalcitrant, d'un occupant récalcitrant qui ne voudrait pas quitter les lieux. Une personne âgée, c'est difficile de la déplacer, de la faire quitter sa résidence principale en France, elle est protégée. On peut plutôt s'en satisfaire sur le plan éthique et moral. Néanmoins, c'est bien d'être assuré contre ce scénario. Et alors, petite précision également que vous devez savoir au niveau de l'assurance, c'est que l'assurance Allianz, vous en êtes bénéficiaire, ça, je pense que vous l'avez compris au travers de la présentation, mais elle est réglée, la prime d'assurance est payée chez le notaire par le vendeur, et si le vendeur accepte de payer cette prime d'assurance à votre bénéfice, c'est parce que lui aussi, il y a un gain. D'abord, s'il veut rester, ça lui permet de prolonger, entre guillemets, son bail dans le bien. Et si au contraire, il voulait partir à l'issue du démembrement, partir du bien pour aller en maison de retraite, en EHPAD par exemple, vous récupérez le bien, votre opération est dénouée, vous pouvez commencer à l'exploiter sur le plan économique. Et lui, en contrepartie, va récupérer l'assurance et c'est lui qui touchera cette rente mensuelle. Et la rente paiera tout ou partie, dans l'idée, de son lieu de fin de vie, EHPAD, maison de retraite, maison proche des enfants, que sais-je. En tout cas, l'assurance va jouer un rôle d'incentive économique à ce que le vendeur quitte le bien au terme du démembrement. Question de Louise, pourquoi le vendeur accepte-t-il de payer une assurance au bénéfice de l'acheteur? Je viens d'y répondre du coup. Question de Christophe, comment vous rémunérez-vous? Les honoraires de Monetivia sont pris, alors pour le coup, comme le ferait une agence traditionnelle, c'est des honoraires qui sont constatés au moment de la transaction. Voilà, vous les aviez ici dans le tableau du bas, honoraires investisseurs TTC à hauteur de 2,81%. Qui sont pris sur la valeur vénale du bien et qui font passer le prix de la nue propriété de 980 000 à 1 025 000 euros sur ce bien. Voilà, donc pour le coup, c'est exactement comme le ferait une agence immobilière sous l'égide de la carte T, qui prend des honoraires de structuration de la solution et des honoraires de négociation entre les parties. Question de Sarah, comment cela se passe-t-il en cas de décès anticipé et qu'il faut verser un gros montant d'un coup aux héritiers sur les loyers non utilisés? Alors, excellente question. Je perçois le côté anxiogène du complément de prix à verser aux héritiers. Il ne faut absolument pas que ce soit le cas. Vous avez tout le temps nécessaire pour venir verser le complément de prix. Et il y a 3 modalités pour verser celui-ci. Soit vous avez évidemment de l'épargne de côté et vous souhaitez mobiliser cette épargne, parce que j'en sais rien, le contexte économique est favorable à ça, donc vous mobilisez des liquidités. Soit vous faites un emprunt bancaire, puisque si je reprends l'exemple, le cas pratique qu'on avait ici, par exemple, si je prends l'année 5, vous venez de devenir plein propriétaire d'un bien dont la valeur est d'1,6 million. Donc, vous pouvez aller voir une banque en disant vous avez 1,6 million à hypothéquer et vous avez besoin de vous faire prêter 280 000. Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur ces bases-là, la banque, je vous la trouve dans la journée. Et la troisième modalité, évidemment, c'est de revendre le bien 1,6 million ou plus si le marché a monté. Vous désintéressez les héritiers à hauteur de 280 000 et il vous reste les 1 305 000 que vous avez de gains que vous constatez sur cette opération. Deuxième partie de la question de Sarah, si l'on ne dispose pas de ce montant, les héritiers louent-ils le bien à un tiers jusqu'à récupérer la somme? Non, les héritiers ne louent pas le bien, vous le récupérez de facto dès lors que l'usufruit s'est éteint, donc dès lors que le décès du vendeur est constaté. Et alors vous, par contre, vous pouvez tout à fait faire financer par un emprunt bancaire le complément de prix et mettre en parallèle le bien en location pour venir payer le complément de prix.
Hein, là, ici, vous avez 280 000 € de complément de prix à verser. Et on disait tout à l'heure que les loyers estimés du bien étaient entre 50 et 63 000 € par an. Donc, vous voyez que l'opération est évidemment rentable. Question de Laurence. Lorsqu'il y a des travaux effectués dans le bien, comment cela se passe-t-il? Alors, en fait, les travaux, c'est très simple. C'est le Code civil qui nous donne le régime applicable à ce niveau-là. Code civil, je vous renvoie aux articles 605 qui nous donnent le principe. Tous les travaux, tout l'entretien, tout est pour le vendeur, tout est pour l'usufruitier. Et vous avez l'exception qui arrive juste derrière, c'est l'article 606. Et c'est ce qu'on appelle les travaux qui intéressent le clos et couvert. C'est comme ça que c'est rédigé dans le Code civil. Donc en fait, on vise les travaux de structure, mur porteur, et de toiture. Voilà. C'est uniquement les deux seuls postes sur lesquels vous pourriez éventuellement être appelé. Donc le Code civil ventile les 605, tout ce qui est dans 605, c'est pour le vendeur. Et structure toiture, c'est pour le nu propriétaire. Donc, c'est à la charge du nu propriétaire, donc de l'investisseur. Question de Noé, qui paye l'assurance Allianz? C'est le vendeur. Comme je le disais, elle a un intérêt pour lui, elle fait office de prévoyance parce que si au terme du démembrement, il est toujours en vie, soit c'est des loyers qu'il a prépayés, en fait, hein, qui lui permettent de continuer à vivre dans le bien, soit il ne peut plus se maintenir, il ne peut plus ou il ne veut plus se maintenir dans le bien. On peut imaginer des sujets d'autonomie, des difficultés de maintien à domicile et il préférerait partir en EHPAD ou en maison de retraite, par exemple. Et à ce moment-là, il récupère la rente. Vous allez renoncer au bénéfice de l'assurance en récupérant le bien. Donc, lui récupère le bénéfice de l'assurance et la rente va venir payer tout ou partie de sa maison de retraite, par exemple. Donc, c'est une prévoyance pour lui, c'est pour ça qu'il accepte de la payer. Question de Martine. Si l'on ne possède pas de propriété, est-il raisonnable de commencer par une nue propriété? Tout dépend de votre profil, de l'horizon d'investissement que vous avez devant vous, de votre situation. Ça peut faire sens. Rapprochez-vous de nous pour qu'on puisse qualifier un peu mieux votre besoin et vos objectifs patrimoniaux. Mais étant expatrié, comme je vous le disais, ça présente quand même beaucoup d'avantages, donc il y a de bonnes chances que ça reste cohérent au vu de votre projet. Question de Noé, quelle est la taxation si l'on meurt pendant le démembrement? Alors la taxation, donc le contrat, lui, n'est pas impacté par le décès de l'investisseur, de l'acheteur. J'achète une Nupro 15 ans et c'est moi qui décède au bout de 5 ans. Et bien tout simplement, mes héritiers vont se retrouver titulaires d'une Nupro de 10 ans restant à courir. Et la taxation, elle, par contre, sera très favorable puisque c'est la valeur fiscale de la nue propriété qui sera l'assiette, qui fera office d'assiette de taxation au titre de la succession. Donc, si j'ai acheté 60, un bien qui vaut 100, et que on se dit que 60, c'est également la valeur fiscale de la nue propriété, ça veut dire que mes héritiers sont taxés sur 60 alors qu'ils reçoivent un bien in fine dont la valeur est bien de 100. Question de Stéphane, comment est calculé le loyer versé par l'assurance après les 15 ans lorsque le vendeur reste? Et c'est très simple, en fait, comme on raisonne protection de votre rentabilité, de la rentabilité de l'opération, on va venir fixer un plancher qui sera toujours au moins de 3% de l'opération, du montant de l'opération, ce qui veut dire que vous touchez toujours au minimum, et ça c'est garanti, c'est écrit dans le contrat de départ, vous touchez au minimum 3% par an de rentabilité sous forme d'indemnité d'assurance le jour où l'usufruit s'arrête et que le vendeur est toujours dans le bien. Et ce, jusqu'à ce que le vendeur soit décède, soit quitte le bien. Voilà, je vous propose de conclure par une dernière question d'Anouk, et puis après, on reviendra par mail vers vous pour répondre aux questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre. Alors, donc la dernière, si le vendeur quitte le bien
avant le terme et le met en location, qui est responsable en cas de problème avec le locataire impayé dégâts? Bah, c'est le vendeur, évidemment. C'est lui qui aura conclu un bail locatif avec son locataire. Et, et donc, c'est lui qui emporte la responsabilité. Bail sur lequel, d'ailleurs, vous pouvez avoir un droit de regard si vous le faites mentionner dans l'acte notarié. Voilà, eh bien, je vous remercie tous chaleureusement pour votre participation, votre présence et toutes vos questions sur ce webinaire qui visiblement vous a beaucoup intéressé. Pour ceux à qui pour les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, évidemment, on revient vers vous par mail individuellement pour pouvoir y répondre. Et voilà, je vous invite soit à aller prendre contact avec Monetivia, je vous remets les coordonnées ici. La vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'UFE, que je remercie d'ailleurs au passage pour l'organisation de ce webinaire. Et je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.